Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. Là, aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent de J'ai fait un humain parce que je suis en compagnie d'Annie. Annie, la doula ostéo de chez Opaléo. Je pense que là, on commence à le savoir. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai récolté, oui, vraiment, c'est le bon terme, récolté 1 million de questions que vous aviez pour une accompagnante à la naissance, donc Annie, qu'on a sous la main, et qui va répondre à toutes les questions que vous aviez sur une accompagnante à la naissance. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert, et sur ton expérience personnelle aussi, parce que les gens sont curieux. Oui, On va se le dire, les gens sont curieux. Et tu m'as dit, Annie, que tu répondrais à toutes, là, absolument. sans aucune Et gêne. là, il faut savoir que je ne connais pas les questions. Non. Oui, fait que ça va être... Surprise pour moi. Oui, absolument, puis j'en ai pris des bonnes. Là. OK. Ouf, pression. Écoute, puis là, j'ai les dans mon téléphone parce que, bon, faire imprimer des feuilles, hein, c'est très 1990. Ouais. Mais on va commencer, en fait, avec une question toute simple. C'est quoi une accompagnante à la naissance? Mm-hmm. Une accompagnante à la naissance, c'est une personne. Le plus souvent, on va se le dire, c'est des une femmes. femme. Ça existe-tu, des hommes? Oui, Hein? mais ça existe. Mais non. Absolument. Même au Québec, on en a. On en a combien? Alors, il y en a au moins deux que je connais. OK. Il y en a peut-être d'autres que je connais pas, mais en tout cas, il y en a, c'est certain. Que donc, on va dire une personne qui va accompagner les parents, mais d'un point de vue non médical. Donc, une accompagnante, c'est quelqu'un qui va t'aider à découvrir quelles sont les choses qui sont importantes pour toi, quel type d'expérience tu aimerais vivre, comment tu pourrais t'en rapprocher. Parce que là, on s'entend qu'une fois qu'on a décidé qu'on aimerait vivre une expérience X, Y, Z, c'est rare que l'expérience est exactement comme on voudrait. Qu'on met en place des outils pour s'en rapprocher le plus possible. Fait que dans le fond, vous êtes comme un plan de naissance, mais humain. Oui, absolument. Avec des stratégies, parce que on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui est possible. Les images qu'on a présentement des accouchements, c'est vraiment merdique. On les voit dans les séries télévisées, dans les films. C'est catastrophique. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Que donc, c'est une personne qui va vraiment comme t'offrir. C'est un peu comme si je t'amenais à l'épicerie. Puis je te disais, OK, bien, regarde tous les produits qui sont là. C'est accessible peut-être pour toi dans ton expérience. Qu'est-ce que tu aimerais choisir si c'était possible? Après, on met des stratégies en place et on pense à d'autres scénarios possibles de façon à être prêt que si jamais ça ne se passe pas exactement comme on veut, qu'on soit prêt à manœuvrer de façon à ce que quand même l'expérience soit intéressante. Puis c'est quoi la différence entre une accompagnante à la naissance et une doula? Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Écoute, quand moi, j'ai commencé à pratiquer, c'était rare qu'on utilisait le mot doula. C'était un mot qui était plus utilisé dans le monde anglais. Mais depuis quelques années, c'est vraiment beaucoup utilisé. C'est exactement la même chose. Puis d'où ça vient, doula? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le sais pas. Ah! M'a le googlé. Ouais, On va je couper l'ai ça au sûrement déjà montage. vu. Ça doit être genre une femme qui est au service des autres femmes, quelque chose dans ce genre-là. Mais écoute, je ne sais pas. Écoute, la définition de doula, selon Google, évidemment, femme qui accompagne et soutient une femme enceinte et son entourage avant, pendant et après l'accouchement. Ce terme, d'abord utilisé au Maghreb, tend à se répandre en France. OK, mais là, ça, c'est la définition, mais ça ne nous dit pas... D'où ça... Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que ça, ce que tu dis là, c'est ce que je viens de te raconter. Oui! J'avais pas à googler, finalement. Non, mais j'aurais aimé ça, l'origine du mot. Oui, c'est ça, exactement. Écoute, regarde, faites vos recherches, écrivez-nous si jamais vous trouvez. Puis, c'est quoi la différence entre une accompagnante à la naissance et une sage-femme? Alors ça, c'est une question qui est posée régulièrement. Une sage-femme, c'est comme un médecin. C'est une professionnelle de la santé qui va vraiment poser les gestes cliniques. Ça veut dire qu'elle va prendre la tension artérielle, faire les examens gynécologiques si besoin. C'est elle qui va diagnostiquer s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment elle qui va faire ce que le médecin ferait dans la même situation. Tandis que l'accompagnante ne posera aucun geste clinique, elle n'est pas dans le domaine médical. Elle est vraiment dans la relation d'aide, puis dans l'accompagnement d'égal à égal. Donc, il faut savoir que la sage-femme, c'est l'équivalent du médecin, mais la sage-femme va seulement accompagner les accouchements qui sont complètement physiologiques. Après, on a les médecins omnipraticiens qui vont pouvoir accompagner des grossesses, des accouchements qui sont un petit peu plus compliqués. Puis, on a les gynécologues qui, eux, vont prendre en charge toutes les grossesses et tous les accouchements qui sont vraiment plus à risque. C'est comme une genre de marche d'escalier. Oui. Tu peux pas aller te faire enlever les amygdales là, chez une sage-femme. Ben, en tout cas, je te le conseille pas.
Vous voulez savoir Ah oui, l'étymologie? qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot grec qui Ouais. a changé clairement de signification parce qu'à la base, ça voulait dire une femme esclave qui pour la femme enceinte. Pourquoi tu es devenue accompagnante à la naissance? En fait, c'est vraiment suite à mon premier accouchement. Parce qu'avant la naissance de mon premier fils, j'avais pas vraiment de désir particulier de travailler dans ce domaine-là, mais j'ai tellement tripé des bulles quand j'ai donné naissance à mon premier bébé que c'est après que je me suis dit, OK, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens qui passent à travers cette expérience-là parce que j'avais trouvé ça trop extraordinaire. Bon, c'est vrai que quand j'ai commencé à pratiquer, je me suis rendu compte que tout le monde ne trouvait pas ça aussi extraordinaire que moi. Là, j'ai fait comme, OK, moi, je pensais que 100 des femmes puis 100 des familles vivaient une expérience extraordinaire. Ma référence était 100 de ce que je connaissais. Bon, puis que quand j'ai commencé à accompagner, j'ai vu que c'était pas tout à fait ça. Et c'est ça qui m'a motivée à créer des outils puis à développer des choses de façon à ce que le maximum de familles puissent vivre des expériences tripantes puis sortir de là en faisant comme, wow, mon Dieu, j'ai vraiment aimé ça, tu sais. Puis, accompagnante à la naissance, bon, évidemment, sans doute, tu es là pendant l'accouchement, mais es-tu là avant puis après? Oui, absolument. En fait, les accompagnantes, quand tu fais un suivi complet, tu aides les gens à se préparer en prénatal. Après, tu peux être là à l'accouchement si c'est leur désir. C'est pas le désir de tous les parents, puis qu'il y a des parents dont c'est pas ça le besoin. Et tu peux être aussi disponible pour eux en postnatal, que c'est vraiment un suivi dans la continuité. Maintenant, il y a certaines accompagnantes qui vont être plus spécialisées dans un domaine que d'autres. Par exemple, qui vont plus accompagner en postnatal par rapport, par exemple, au relevail ou en prénatal en faisant de la massothérapie. Donc, ça dépend un peu de ce que tu veux avoir comme service. Puis toi, mettons, qu'est-ce que tu fais en particulier? Oui, en particulier. Mais moi, c'est sûr qu'à travers au Paléo, je fais beaucoup de préparation à l'accouchement. Et cette préparation à l'accouchement-là est de différentes sortes parce que je pense que c'est ça qui fait la grosse différence, c'est-à-dire qu'il y a des visualisations, il y a du travail de créativité, mais il y a beaucoup aussi des vidéos qui permettent de visualiser le processus, l'information, il y a des rencontres en direct pour qu'on puisse poser nos questions. Puis je pense que tout cet amalgame-là fait une différence dans la préparation parce que, tu sais, juste apprendre les points de pression, par exemple, ou les massages, ça a quand même ses limites. Et juste être dans, mon Dieu, je vais rêver de mon accouchement idéal. Tu sais, les gens qui disent, écoute, c'est 90 par exemple, dans ta tête, un bel accouchement. Je pense pas. Tu sais, je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que c'est vraiment optimal. Puis après, moi aussi, il y a le postnatal dans le Paléo que j'ai beaucoup développé dans toutes les activités psychomotrices pour le bébé. Par exemple, d'accompagner le bébé quand il fait son ramping pour que ça soit le plus symétrique. Ramping, ça, c'est quand il marche à quatre pattes? Quand il rampe, Quand il tu sais, rampe, comme voilà, ben l'armée, oui. là. Oui. Ouais. Quand tu le maquilles, là, en camouflage. C'est ça. Non, il ne faut pas le maquiller en camouflage. Justement, il faut bien le voir partout, à tout moment. Après, quand on fait du quatre pattes et tout, la première année de vie du bébé, c'est incroyable, toutes les capacités que le cerveau du bébé a de se développer. Puis moi, j'ai beaucoup aussi développé ça dans mon expertise, d'accompagner les parents pour qu'ils puissent accompagner leur bébé dans la première année de vie. Mais ça, c'est les années. Tu sais, souvent, les gens, ils disent, mon Dieu, t'en fais donc bien des affaires. Ça fait 30 ans que je fais ça. Puis que, tu sais, à un moment donné, je fais des formations supplémentaires, puis on ajoute. Mais oui, puis mettons, là, tu parles beaucoup du bébé qui rampe, qui bouge, tout ça, mais est-ce que tu accompagnes aussi la maman? Parce que des fois, le postnatal, Ouais. c'est rochant pour les Absolument. madames. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, à travers au Paléo, on a minimum 2 rencontres, même en direct par mois, dans lesquelles on discute, on se dépose, on partage. Dans les rencontres en direct, je leur dis tout le temps, écoute, tu peux déposer ce que tu veux. Tu peux même déposer quelque chose en disant, je ne veux pas savoir ce que vous en pensez, je veux juste en parler. Comme j'ai quelque chose à déposer, puis j'aimerais ça avoir des trucs et astuces. Que c'est vraiment, dans le fond, un accompagnement qui prend en charge les informations, mais qui prend en charge le fait aussi qu'on peut se déposer en toute vulnérabilité. Là, Je dans t'aurais toute tellement bienveillance. appelé après mes accouchements Ouais. juste pour pleurer, juste pour faire Annie, Ouais. dis rien, juste écoute-moi pleurer. Ben oui, je sais, c'est tough le postnatal. Ben oui, et puis tu disais en plus, ça fait 30 ans que tu fais ça. Donc, Ouais. puis avant qu'on enregistre, tu me disais 1000 naissances Oui. auxquelles tu as assisté. Ouais. T'es pas blasée un moment donné? Non, je suis pas blasée parce que chaque histoire est vraiment unique. Puis après, je sais que ce moment-là dans la vie de la personne va avoir un impact pour toute sa vie durant. C'est pas comme quelque chose que tu oublies, là, ton accouchement. C'est quelque chose qui reste. Puis qu'à chaque fois, je me dis, puis même quand je suis pas là, puis je les aide à se préparer, puis qu'ils choisissent d'avoir un accouchement sans doula, puis c'est bien correct.
Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Tant mieux si vous vous sentez outillé, puis que vous vous sentez capable d'y aller, puis que vous avez assez d'outils et de confiance, tant mieux. Mais c'est la même chose. Moi, à chaque fois, je peux participer au fait que 20 ans plus tard, vous allez être dans votre cuisine en train de déjeuner en disant « Hey, c'était-tu trippant un peu? T'en souviens-tu? Là, il y a 20 ans à cette heure-là, j'étais couchée sur le tapis, puis je hurlais ma vie, mais hey, ça a été le fun! » Puis Annie était là! Ouais. Hey, mais là, en plus, ça veut dire 30 ans, les bébés, les premiers bébés que tu as mis au monde, est-ce qu'il y en a, mettons, des bébés que tu as mis au monde qui t'appellent en faisant « Hey, là, c'est à mon tour, tu veux-tu être mon accompagnante? » Oui, alors ça a commencé, là. Oui, ça a C'est un commencé. tour du chapeau, c'est malade. Oui, c'est assez particulier. Je te dirais, c'est assez particulier parce que de voir dans mon bureau des femmes, entre autres des femmes qui entrent, qu'elles sont enceintes d'un bébé alors que j'étais là à leur naissance, écoute, ça nous rajeunit pas, là. C'est comme, oh my God! C'est Ouais. sûr, mais moi, c'était pas une doula, c'était un médecin, mais un médecin qui a fait mon suivi de grossesse, c'est lui qui m'a mis au monde. Ouais. Et c'est à ce jour le gynécologue de ma mère. Fait que, tu sais, quand il prend des nouvelles de ma mère en me faisant un toucher, j'étais comme, hey, pour vrai, je suis semi à l'aise. Ouais, c'est ça. Je comprends. OK, là, je tombe dans les questions, parce que là, je voulais poser toutes les questions que j'ai reçues, mais c'est que mes questions à date. Mais, combien ça coûte? Ça, c'est une question qui est revenue Ouais. vraiment souvent. Combien ça coûte? Écoute, ça dépend de plusieurs facteurs, dans le fond. Un, il y a des organismes communautaires à travers le Québec où tu peux avoir les services d'une doula pour des coûts qui sont moindres. C'est-à-dire que c'est des organismes souvent qui vont regarder quel est le revenu familial. Donc, ce n'est pas un prix qui est fixe. Je vous encourage d'ailleurs, si vous en avez dans votre région, à aller vers ces organismes-là. Sinon, au niveau privé, ça dépend de quel est le service qui est offert puis quelle est l'expertise aussi de l'accompagnante. C'est sûr que si tu choisis une accompagnante qui n'a pas beaucoup de terrain, c'est peut-être possible que son prix soit un petit peu moins grand. Puis ça dépend aussi, est-ce qu'elle va te suivre en prénatal? Est-ce qu'elle va être là à l'accouchement? Est-ce qu'elle va être là pour toi en postnatal? Est-ce qu'elle propose des services plus qui sont à la carte ou Ouais. c'est plus un forfait? Parce que dans le fond, il faut une accompagnante, ça se magasine. C'est vraiment important. Souvent, les gens, ils sont gênés. Tu sais, ils m'appellent, puis là, ils me disent « Oh mon Dieu, mais là, c'est parce qu'on a d'autres rencontres. » Puis je leur dis « C'est correct. Ayez d'autres rencontres. » Là, tu cherches quelqu'un qui va t'accompagner dans le temps que tu vas être à quatre pattes tout nu en train de vivre toutes sortes de choses bien intenses. Puis que la première chose, c'est que ça soit quelqu'un avec qui tu as un bon feeling. Puis souvent, les gens me demandent « Bien là, par exemple, c'est pas moi, par exemple, qui va être là à l'accouchement, j'ai plus de disponibilité. » Puis là, ils hésitent entre quelques personnes, puis ils me disent j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour une accompagnante qui n'a pas beaucoup de terrain, qui n'a pas beaucoup de pratique. J'en ai une autre qui a beaucoup d'expérience, mais je le sens moins. Va vers celle avec laquelle ça clique. Une accompagnante, c'est une personne qui va te tenir la main. C'est quelqu'un qui va te masser. Donc, une accompagnante, c'est quelqu'un qui va être présent pour toi. Il faut que tu te sentes bien. Exactement. Il faut que tu te sentes bien, il faut que tu te sentes accueilli, il faut que tu sentes que tu vas vraiment pouvoir vivre ce que tu as à vivre, être toi-même complètement avec cette personne-là, puis sans avoir peur, par exemple, de te faire juger ou sans te sentir gêné ou intimidé par cette personne-là. Que le contact, là, le petit feeling de « Ah oui, cette personne-là, je l'aime », pour moi, c'est la première chose la plus importante. Si j'avais à donner naissance demain, je choisirais vraiment une accompagnante avec laquelle je me sens vraiment bien. Mais là, tu parles justement des familles qui viennent te voir. Il faut que le feeling passe, mais inversement, il faut que toi aussi, tu aies un feeling avec eux. Oui, bien, en général, je te dirais qu'il y a eu quelques exceptions dans ma carrière, là, des fois de gens que, de mon côté, ça cliquait moins, puis ils revenaient vers moi, je faisais « Ah, tiens, c'est bizarre », parce qu'en général, c'est comme pas mal, c'est pas à sens unique. Ouais. T'sais, en général, quand ça clique d'un bord, ça clique de l'autre aussi. Fait que c'est rare que ça pose un problème, là. En général, quand il y a un coup de foudre, le coup de foudre, il est partagé, là. Mais mettons, là, tu as ouvert une petite porte, il y en a que tu as refusé. Pourquoi? Ben, écoute, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on refuse un accompagnement comme accompagnante. Des fois, avec les gens vont nous donner leurs besoins. Parfois, ça devient clair que je ne suis pas la bonne personne pour eux, par exemple. Ou que je sens justement que le courant ne passe pas assez parce que cette intimité-là, elle est partagée par les deux personnes, qu'il faut sentir ça. Puis ça peut être, c'est pas une question de connaître ou pas la personne. Moi, il y a des accouchements où je suis allée que j'avais jamais vu
ces femmes-là de ma vie avant, soit parce qu'ils m'ont engagée très, très tôt, là, très, très proche de leur accouchement. Fait qu'il y a des femmes que c'est la première fois que tu les vois pendant qu'ils accouchent? Oui, absolument, tout à fait. Ça m'est arrivé même plusieurs fois. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'à chaque fois que c'est arrivé, ça a été extraordinaire, des coups de cœur formidables. Je pense à une entre autres, là, qui m'avait téléphoné peut-être à 37 semaines de grossesse. On se cédule une rencontre ensemble pour se voir. Son travail se déclenche entre-temps. Que finalement, je me suis retrouvée comme, écoute, toc, 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 allô, elle était en contraction, allô, je m'appelle Annie, coucou. Écoute, ça a été un accouchement extraordinaire. Elle a passé, je dirais, la moitié de son travail pendue entre mes deux seins. C'était très drôle. T'étais tout nu, elle aussi. Non, mais c'est vrai que c'est autres que maintenant, quand j'y repasse, je fais comme c'est quand même drôle. Là. Tu sais, t'as jamais vu la personne de ta vie, tu sais. Mais ça a été, écoute, on s'est vraiment bien sentis ensemble dès le départ. Puis ça a été des accouchements d'ailleurs. Là, finalement, je l'ai accompagné 2 fois. Ça a été des accouchements extraordinaires. Tu sais. Mais t'as pas répondu à ma question de combien ça coûte. Mettons un prix médian, là. Bien, écoute, un prix médian, si tu prends, mettons, quelque chose qui est complet, là, c'est-à-dire le prix, l'accouchement, le postnatal, peut-être que tu peux t'attendre à quelque chose comme 1 500 $ peut-être en moyenne. Là. OK. Puis Peut-être. mettons juste l'accompagnement. Bien, juste l'accompagnement, ça va dépendre. Parce que si tu prends une accompagnante qui n'a pas beaucoup de terrain, peut-être qu'elle va te dire que ça va coûter 300 $, j'en sais rien. Que ça va vraiment dépendre. C'est sûr que l'accompagnante qui n'a pas beaucoup de contrats puis qui commence, elle va être probablement d'accord pour avoir un prix qui est un petit peu plus faible qu'une accompagnante qui remplit facilement ses mois, plusieurs mois à l'avance, puis qu'elle sait qu'elle a beaucoup d'abondance au niveau des demandes. Mais dans le fond, c'est comme n'importe qui. Genre, si on prend juste des chanteurs, des artistes, c'est sûr Ben que oui. moi, j'ai déjà vu Jean Leloup pour 15 $, là. Exactement. Je ne suis pas sûre que ce sera encore le cas aujourd'hui. tu sais. Exact. Fait que ça va avec Ouais. l'expérience, Ouais. puis avec, comme tu dis, le terrain. Et après ça, c'est libre à chacune, dans le fond, de Oui. charger ce qu'ils veulent. Absolument. Moi, si je deviens accompagnante demain, je peux dire c'est 1000 $ pour 2 rencontres Zoom. Absolument, absolument. Tu peux donner ton prix, puis il faut dire aussi que ça dépend aussi des régions. Tu sais, la demande n'est pas la même. Selon Montréal, par exemple, si tu travailles dans le Bas-Saint-Laurent, c'est sûr que tu n'as pas le même volume de demande. Que c'est difficile de parler d'un prix. Il faut vraiment voir en fonction de votre situation, dans le fond. Mais quand même, c'est Mm. un petit Ouais. un prix. Fait que magasiner, moi, je pense que c'est ça, Faut genre, tiens, magasiner. magazine. Il faut magasiner. Puis si tu as un gros, gros coup de cœur pour une accompagnante et que le prix est un problème, c'est sûr que les accompagnantes, en général, ne sont pas très bien payées. C'est pas quelque chose qui est très payant. Parce que là, peut-être que vous entendez les prix que je vous ai donnés, puis vous faites comme « Ah, wow, mon Dieu, c'est payant », mais non, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de disponibilité, il y a des rencontres en prix, il y a des rencontres en poste. L'accouchement, on ne sait pas quand on part, on ne sait pas quand on revient. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très payant. Fait que si vous avez un gros coup de cœur avec une accompagnante et que vous la voulez, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas négocier son prix en baisse parce qu'on n'est déjà pas payé énormément, mais plutôt de lui offrir, par exemple, de payer en plusieurs versements. Tu sais, lâchez pas le morceau s'il y a une accompagnante qui vous plaît vraiment. Trouvez une façon de vous organiser pour que ça puisse fonctionner pour vous deux. Mais aussi, ça peut être un magnifique cadeau de shower, là. Absolument. Au lieu de recevoir 300 pyjamas newborn qu'ils vont porter une fois, Oui. pourquoi pas se mettre à la gang puis offrir un Absolument. accompagnement à la naissance? Tout à fait. Regarde, je dis ça de même. Tout à fait. Mais, puis là, tu l'as dit, tu sais, que c'est pas nécessairement la job qui va te rendre millionnaire, mais est-ce qu'on peut être accompagnante à la naissance au Québec et faire ça à temps plein? C'est une question que j'ai souvent parce que j'ai plusieurs femmes qui me contactent régulièrement parce qu'elles aimeraient devenir accompagnantes à la naissance. Alors oui, c'est possible. Si tu es dans une région où il y a de la demande, c'est tout à fait possible de pouvoir en vivre, là. Ouais. Mais c'est pas reposant comme vie, là, tu sais. Et moi, il y a quelques années, je me souviens, c'était un mois de mai, j'ai eu 6 accouchements en 10 jours. Oh mon Dieu, fait que t'es juste jamais retourné chez vous. Mais je revenais prendre ma douche. Puis là, les gars faisaient « Comment, maman, tu reviens? » Non, c'est une illusion d'optique. Je prends une douche et je repars. Mais justement, t'as combien de clientes en même temps? Bien, ça encore, ça dépend des femmes. Chacune des accompagnantes peut décider d'avoir le nombre de clientes qu'elle veut, mais je te dirais qu'au-delà de 4 par mois, ça commence à être pas mal sportif, là. Qu'en général, les accompagnantes vont plus se tenir en dessous de ça. C'est compliqué parce que c'est pas comme si je pouvais mettre dans mon agenda, tiens, celle-ci va accoucher le 3, l'autre le 6, l'autre le 8 et l'autre le 25. Là. Tu sais, il y en a qui peuvent accoucher un peu d'avance, il y en a qui peuvent accoucher un petit peu en retard. Ce qui s'est passé là, dans mon mois de mai où tout le monde Accouche s'est en même retrouvé temps. dans la même semaine. Puis c'est déjà arrivé, mettons, t'as 2 clientes qui accouchent en même temps, qui
Qu'est-ce que tu fais? Oui, ça Tu m'est choisis ta arrivé. préférée? Alors non, tu choisis pas ta préférée, en fait, parce que les femmes n'arrivent pas en travail en même temps dès le départ. Donc, tu vas vers la première et là, il y a un moment donné où effectivement, ça sonne, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de toi. Là, à ce moment-là, tu offres au couple, soit que tu envoies un backup que moi, j'ai déjà été aussi pour des collègues accompagnantes qui m'ont appelé en me disant, écoute, j'ai un problème, j'ai une deuxième cliente qui entre en travail. Ou des fois, les parents décident d'y aller solo, là, sans accompagnante dans ce temps-là. Ça fait partie de la game, c'est sûr. L'accompagnante ne peut pas, malheureusement ou heureusement, contrôler son agenda avec tous les inconvénients que ça se pose pour elle aussi. Que donc, c'est pas possible là, d'être absolument certaine que tout le monde va accoucher à sa date. Commande un peu de rigueur, tout le monde, s'il vous plaît. OK, là, j'ai une question de Valérie Mire. En fait, Valérie Mire, ce qu'il faut dire, c'est que à l'époque du balado Trois-Bières, quand on pigeait un sujet de Valérie Mire, dans ma tête, Valérie Mire, ça se prononce Valérie Mire. Tu sais, je trouve qu'elle a un beau nom à pitcher, fait que j'y ai dit que je le redirais comme ça. Donc, une question de Valérie Mire. C'est quoi tes services après naissance, mis à part là, le ramping de bébé? Oui. Mais en fait, dans Paléo, il y a plusieurs choses dans postnatal. C'est-à-dire qu'il y a possibilité toujours qu'on se voit en privé pour l'ostéopathie. Ça, c'est sûr que ça reste toujours là. Pour la maman ou le bébé? Les deux. Pour les deux. Des fois, c'est des rencontres qui vont être soit pour un, soit pour l'autre, ou carrément, les gens vont prendre rendez-vous, puis on s'occupe des deux, dans le fond, pendant le rendez-vous, en fonction des besoins de tout le monde. Moi, je suis beaucoup aussi spécialisée au niveau de l'allaitement. C'est quelque chose, c'est comme quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup accompagner les familles à travers les difficultés que comporte, dans le fond, cette période-là. Et tous les jeux d'accompagnement dont on se parlait il y a quelques minutes. C'est-à-dire que d'outiller les parents pour que les parents puissent aider les bébés à être le plus possible dans leur capacité à faire quelque chose. Parce qu'on s'entend qu'un bébé d'un an, d'un jour, 2 jours, 3 jours, ça ne peut pas faire grand-chose. Fait que l'idée, c'est d'outiller les parents pour que les bébés soient le plus possible en contact avec le fait qu'ils peuvent choisir un certain nombre de choses puis qu'ils sont capables de faire un certain nombre de choses aussi. Puis en postnatal, ça s'attache vraiment beaucoup en fonction des besoins des parents et des besoins des bébés à travers la présence physique, c'est-à-dire que les gens peuvent venir me voir, mais aussi à travers le programme au Paléo. Il y a beaucoup de vidéos qui sont préenregistrées, puis où on a des rencontres en direct aussi pour parler. Mais tu fais-tu de l'éducation au sommeil? Alors, on parle du sommeil. Il y a un cours dans Paléo en lien avec le sommeil. Moi, j'aime pas trop le terme éducation au sommeil parce que, tu sais, si je te dis Gabriel dort. Ben j'aimerais ça, mais j'aimerais ça. On ne peut pas éduquer quelqu'un à s'endormir. Ce n'est pas possible. Moi, mon cours dans Paléo, ce que je l'appelle plutôt l'accompagnement au sommeil. C'est-à-dire qu'on peut mettre effectivement des stratégies pour que le bébé puisse doucement aller vers une autorégulation au niveau de son sommeil. Mais n'oublions pas que le bébé qui naît, c'est un petit mammifère qui est complètement immature au niveau de son cerveau et que donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Et ça, plus on comprend ça vite, et malheureusement, c'est rare qu'on le comprend au premier bébé. Hein? Si on comprenait ça au premier bébé, on serait pas mal moins fatigué. Oh, mon Dieu! En général, au premier bébé, on se bat. Hein? On se bat-tu ou on se bat pas? Et qu'on se bat. En fait, c'est qu'on se dit tout le temps, non, mais mon bébé, il fera pas ça. Mon bébé va dormir. Mon bébé, à 2 semaines, il va faire ses nuits. Ouais. C'est ça qu'on se dit au premier bébé. Non, c'est rare, oui, c'est ça. C'est sûr que l'accompagnement au sommeil, c'est quelque chose, mais il y a une chose sur laquelle on a le contrôle en postnatal, c'est la capacité de nous trouver des façons de nous reposer. Une fois qu'on a mis tout en place pour accompagner notre bébé et que pour toutes sortes de raisons, il y a encore des nuits qui sont chaotiques et c'est normal, c'est physiologique, ce qu'il faut trouver, c'est un village pour nous accompagner. Parce qu'on ne pourra pas, un bébé de 2 mois, lui dire « Écoute, maman a besoin de dormir, alors dors. C'est le temps. » Il n'y a pas de bouton, là. Je l'ai cherché, moi. Sur mes 4 gars, je l'ai cherché, je ne l'ai jamais trouvé. Hey, moi, j'ai tout essayé. J'ai tout... Tu sais, là, un moment donné, là, ils disent aussi de mettre un gilet que tu as porté avec ton odeur dans le fond du lit, puis là, il va s'endormir. Hey, moi, là, je les ai portés, mes t-shirts, là, puis je les ai mis dans le fond du lit. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y avait aussi le garage plein de suces
dans le fond du lit. Ah, Comme ça, OK. s'il se réveille et puis qu'il n'y a pas sa suce, ben tu sais, il y a comme juste à tendre la main. Il y OK. en a plein à portée de main. Ah. Ça marche pas. Écoute, j'avais jamais entendu parler de ça de Non, ma ça vie. marche pas non plus. Les petites musiques là, tu sais, de battement de cœur, puis tout ça, Ouais. ça marche pas. Non. Mais mes enfants refusent de dormir, en fait. C'est ça. OK. Pas encore aujourd'hui, là. Ben, c'est pas gagné. OK. Je te dis. OK. Mais c'est parce qu'ils trouvent que c'est une perte de temps, Ouais. dormir. Ils sont comme on a trop de choses à faire. Ouais. Pâte à modeler, camion, casse-tête, tu sais, pourquoi dormir? On n'a pas besoin. Est-ce que, ça c'est une bonne question aussi, est-ce que tu trouves que les cours prénataux, en général, là, pas nécessairement les tiens, sont à jour? Tu sais, est-ce qu'ils sont le fun? Ouais, non. Non, non. Écoute, et là, je vais te dire quelque chose que je ne devrais pas te dire, je vais te le dire quand même. Parfois, les gens me téléphonent puis me disent « Ah, nous autres, on est prêts pour l'accouchement, on est correct, on a fait tel cours prénatal, c'est correct. » Et là, moi, je ne dis rien parce que je ne suis pas quelqu'un dans la vie qui va pousser dans le gorge mon produit aux personnes. Ça ne fait pas partie de ma personnalité. Mais des fois, là, je me dis « Oh my God, que je suis triste pour eux autres. » Je me dis « Ils ne seront pas prêts. » Tu sais, puis ils ne savent pas qu'ils ne seront pas prêts. Qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours prénataux, de préparation à l'accouchement actuellement qui ne sont pas du tout à jour et qui vont encore perpétuer de vieilles croyances puis des vieilles façons de se préparer qui ne vont pas, par exemple, utiliser les neurosciences. Maintenant, on a tellement accès à des choses intéressantes au niveau des connaissances qu'on a, au niveau de la façon dont le cerveau fonctionne, qu'il y a plein de choses qu'on peut ajouter dans une préparation à l'accouchement pour que ça soit pas mal plus dynamique, que ça soit plus intéressant, puis que ça aille travailler sur plusieurs choses en même temps. Pas juste sur l'aspect psychique, pas juste sur l'aspect physique, mais qu'on aille chercher plusieurs morceaux de robot de façon à être le plus sûr possible d'avoir une belle préparation. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait les cours prénataux du CLSC. Je Ouais. n'en dirai pas plus. Moi Allez aussi. lire mon livre pour savoir ce que j'en pense. Moi aussi, je me souviens encore, tu sais, quand je les ai faits, je connaissais pas ça, que je veux dire, je ne le savais pas. Mais quand j'y repense maintenant avec le recul, je fais comme, ben, voyons donc. Écoute, on avait une petite affiche là, sur laquelle c'était marqué le nombre de centimètres. Et là, il y avait un petit bonhomme. Écoute, s'il y a quelqu'un qui utilise ça encore dans un cours prénatal, je t'en supplie, arrête tout de suite. On avait comme un petit bonhomme qui était associé au nombre de centimètres pour nous montrer comment respirer. Puis que là, entre le 0 et le 3 cm, il y avait une façon de respirer. Après, entre 3 et 6 cm, il fallait que tu respires autrement. Puis là, je ne sais pas, là, dans le temps, si on devait avoir une personne qui avait ses doigts dans notre vagin tout au long du truc pour pouvoir te nous dire comment respirer. Là, t'es rendu à 4, respire de même. Ah, c'est bien bizarre. C'est très bizarre. Comment il y a quelqu'un un jour qui s'est dit « Ah, voici une très bonne idée. » Mystère. Moi, je me Mystère. souviens juste du vidéo d'accouchement qu'ils nous ont montré, qui datait comme des années 80, là, puis que c'était... Oh mon Dieu Seigneur, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que j'en ai long à dire, là, mais je suis encore à ce jour traumatisée par cette Ah vidéo ouais. d'accouchement. Zéro avertissement, toi, chose. Bonjour, apprends les présents, ça starte le vidéo comme ça saisit. Premier cours. Oui, 7 h mercredi soir, ça saisit. Ouais. Est-ce que tu as déjà été refusée dans un hôpital? Encore une question de Valérie. Alors non, j'ai jamais été refusée dans aucun hôpital. Bon, il y a eu quand même des petits moments où ça a été plus difficile. C'est sûr que les intervenants ne sont pas tous confortables avec les accompagnantes et je vous dirais que pour moi, c'est un gros drapeau rouge. Que si la personne qui t'accompagne au niveau médical, que ce soit un médecin de famille, un gynécologue, te dit qu'il n'aime pas les accompagnantes, c'est méfie-toi. C'est souvent parce qu'il veut que ça se passe comme il veut que ça se passe et qui n'aime pas avoir quelqu'un qui pourrait t'offrir d'autres alternatives. Parce qu'on se rappelle que l'accompagnante, elle, ne décide pas quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas à un accouchement pour dire à une femme, fais ceci, fais cela. Pas du tout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui offrir des possibilités si j'en vois, puis après, ce sera à elle, avec le médecin, avec la sage-femme, de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, l'accompagnante, c'est pas une bosse de bécosse qui est dans un hôpital. Là. Ben, moi, je vous ai toujours imaginé, puis là, je te vous vois pas, là, je dis les accompagnantes, j'ai toujours vu ça comme un rempart, en fait. C'est vraiment la barrière entre la femme qui accouche et sa partenaire et le corps médical ou la sage-femme ou peu importe, juste qui s'occupe de faire, il y a un message parfait, je le transmets, tu as cette décision-là, parfait, je le transmets pour que ça se fasse en douceur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bien, les gens voient beaucoup ça comme ça. Je te dirais que le milieu médical n'aime pas tellement que ça se passe comme ça. Parce que pour eux, en général, dans le fond, la façon dont ils voient ça, c'est que nous, on n'est pas la cliente, qu'ils veulent avoir accès directement à la cliente.
qu'en général, à part si on est jumelé avec des équipes qui sont hyper collaboratrices, ce qui est possible, en général, c'est beaucoup plus facile si la collaboration se met en place via le conjoint ou la partenaire. Parce qu'en général, ils n'aiment pas beaucoup. Parce que pour eux, c'est comme si on se mettait entre eux et leurs clientes. Que c'est pas si Je pense tu qu'on veux... dit patiente à l'hôpital, Patiente, ouais. par exemple. Ce que j'aime encore moins pour des raisons évidentes, mais oui. Une autre question de Valérie. Et là, je sens que c'est une question très personnelle. Est-ce que ces services comprennent des petits appels de panique et des questions aux 2 secondes de nouvelles mamans pas sûres? Oui, alors absolument. Les accompagnantes, c'est ça l'avantage, c'est que c'est un service qui est vraiment de proximité. C'est important de le dire, c'est ça la différence. C'est une personne qui va vraiment être dans la continuité et qui va être en proximité avec toi. Que si tu as des inquiétudes, tu peux l'appeler à tout moment. Elle va être là pour toi. Moi, avec Opaléo, on est une gang en plus. Ça arrive souvent que, par exemple, dans la communauté, il y a une question ou un partage d'une maman qui est en difficulté. Et là, je vois les réponses qui apparaissent. Je suis tellement fière de ma gang, là. C'est incroyable. Avec bienveillance, il l'entoure d'amour. C'est fou. Et c'est ça qu'on a besoin, c'est d'avoir une personne, si possible, mais encore plus une communauté qui va être là pour nous autres. Parce que pendant la grossesse, pendant le postnatal, c'est pas toujours des réponses qu'on a besoin. Parce que des fois, il n'y en a pas de réponses. On aimerait ça qu'il y en ait, mais des fois, il n'y en a pas. C'est juste une période qui est difficile parce qu'il faut s'adapter à tous les niveaux et qu'on s'occupe d'un petit bébé qui est en besoin 24 heures sur 24. C'est fou raide, là, quand tu penses à ça. Jamais compris comment un si petit bébé peut demander autant d'attention. Je le sais. Tu pèses même pas 6 livres. Je le sais. Laisse-moi tranquille. Je le sais. Et moi, quand je suis enceinte de mon premier et que les gens me disaient ça, je faisais comme, Ah oui, voyons franchement, donc. ouais. Tu sais, moi, je suis hyper organisée. Je suis capable de gérer plein de projets en même temps. T'es sûr en fait, de me dire qu'il y a un petit 6 livres qui va arriver qui va comme me défaire mon affaire? Là? Voyons donc. Franchement. Au secours! Mais là, justement, tu parles de ta communauté. Quand est-ce que tu dis bye à tes familles? Ben écoute, jamais. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que les gens joignent, dans le fond, la communauté prénatale quand ils sont enceintes. Après, ils continuent souvent dans la communauté postnatale. Puis, il vient un moment donné où ils arrêtent de regarder, évidemment, les vidéos. Ils arrêtent de venir aux rencontres en direct parce que, je veux dire, leurs enfants sont rendus qu'à 3 ans et demi. Mais elles continuent d'être présentes dans la communauté et à soutenir les nouveaux parents qui arrivent. Ce qui est extraordinaire parce que je trouve qu'au Québec, on manque beaucoup de ça. On manque de communauté puis on manque de bienveillance. C'est vrai aussi beaucoup dans les groupes Facebook, même des groupes qui ont supposément des valeurs de bienveillance. Des fois, ça devient compliqué. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis peut-être à toi aussi, de m'empêcher de dire quelque chose dans un groupe parce que j'avais pas envie de recevoir le marteau et compagnie. Moi, j'ai déjà vu une chicane sur un groupe Facebook à cause d'un bumbo. Tu sais, là, les petits sièges que tu peux installer ton bébé dessus quand il se tient pas encore full. Fait qu'il y a juste une maman qui avait posé une question là-dessus et ça avait déboulé sur un moyen temps. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais cette pauvre maman qui veut juste asseoir son enfant à table. Qui va avoir des informations. Que, Donc, la communauté existe, peu importe à quel âge. Je les mets pas dehors. Non, tu les laisses. Je les laisse ça. Je me dis peut-être qu'éventuellement, là, quand leur enfant sera rendu majeur, peut-être qu'ils décideront de s'en aller, j'en sais rien. Mais non, parce que là, ils vont devenir grand-mère, puis là, tout repart du début. Des questions maintenant de Marianne Dubois. Donc, est-ce qu'un accouchement... Ah, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'un accouchement t'a déjà traumatisé? J'ai jamais été traumatisée par un accouchement en termes de y repenser, par exemple, puis être en choc, mais j'ai déjà été dans des accouchements où après, j'ai été très ébranlée, par exemple. Oui. Par exemple, il y en a eu quelques-uns, là, mais par exemple, un accouchement où j'étais supposée être l'amie de mon ami qui lui tenait la main et que finalement, les sages-femmes ne sont pas arrivées à temps. Et que là, je me suis ramassée à 37 semaines de grossesse moi-même, de mon 3e enfant, à me promener à 4 pattes sur le lit qui était derrière mon amie, qui se promenait elle aussi à 4 pattes en train de donner naissance à son bébé. Ah oui, de toute beauté. Fait que, par exemple, ça... Attends, excuse-moi, je suis même pas sûre que je comprends. T'as ton amie qui est en train d'accoucher à 4 pattes? Oui, elle est à 4 pattes, puis elle avançait à 4 pattes dans le lit pour dégager son bébé, tu sais, instinct. J'en sais rien, il faudrait lui demander à elle. Appelle-la. Mais là, c'est ça.
Et moi, enceinte de 37 semaines de mon bébé, qui est derrière elle, avec mes mains, parce que là, je vois bien que le bébé va tomber, à me promener, à avancer vers elle, moi aussi à 4 pattes dans le lit. Écoute, après cet accouchement-là, qui a été un magnifique accouchement, quand les 2 sages-femmes sont arrivées pas très longtemps après et qu'on a quitté le domicile, j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien d'heures. J'étais... Écoute, je me vois encore partir, tu sais, genre, tu sais, comme dans les vues, là, avec mon petit panier à l'accouchement. J'étais toute jeune accompagnante, super relax, ça va être le fun. Puis là, j'arrive là, son chum me dit, elle est dans le bain. Et là, j'arrive dans le bain et je vois une selle dans le bain. Là, je me dis, ah, mon Dieu. Écoute, j'étais toute jeune accompagnante, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais je savais bien que si elle avait fait caca dans le bain, c'était que c'était là. C'est parce que c'était là. Puis, tu sais, à une époque où on pouvait même pas rejoindre les sages-femmes avec des cellulaires. Il n'y en avait pas, le cellulaire. Fait que, écoute, donc, tu vois, comme ça, j'ai pas été traumatisée parce que ça n'a pas été un accouchement qui a été difficile, mais tu sais, moi, je m'en allais là pour tenir la main de mon ami puis peut-être nettoyer un peu au passage. Puis que c'est sûr Surprise! que... Ça fait comme « Oh my God! » que c'est ça, cette affaire-là. Il y en a-tu d'autres? Par exemple, ben écoute, on pourrait aussi parler, par exemple, d'un accouchement où ma cliente voulait récupérer son placenta après son accouchement et que l'hôpital dans lequel elle était ne permettait pas ça à l'époque. Ça a changé, mais ne permettait pas ça à l'époque. Donc, on a décidé de voler le placenta. Et là, moi... Tu sais qu'en ce moment, je t'imagine comme un bandit, là, avec un bandeau, ton petit gilet rayé, puis ton sac. D'habitude, c'est un signe de cash, là, mais un P dessus. Je t'imagine comme ça. Et là, le papa, il dit, c'est pas grave, on va le prendre, le placenta, parce que là, le placenta est sur le comptoir, puis je fais comme, OK. Puis moi, dans ma tête, je me dis, dans le fond, Gertrude va penser que Clémence est partie avec le placenta, ou Clémence va se rendre compte que le placenta n'est pas là, l'infirmière, qu'elle va se dire, ah, ben c'est peut-être l'autre qui est parti avec. Tu sais, moi, je me disais, ils sont une équipe, là, probablement qu'il n'y a personne qui va se rendre compte que le placenta n'est pas arrivé où il devait arriver. Fait que quand le père me dit ça, je fais comme, bah, OK. Fait qu'il prend le placenta et il le camoufle dans ma valise parce que j'étais la première à partir de l'hôpital. Mais non, t'as un placenta genre enroulé dans un T-shirt dans ta valise. Non, parce qu'il était dans un bocal. Okay. Il avait tout installé dans le bocal. Et là, j'entends, la maman est en train de donner la tétée à son bébé, et là, j'entends dans le corridor, « Coudon, Clémence, toi, tu l'as mis où le placenta? » Puis là, Gertrude qui répond, « Ben moi, j'y ai pas touché. C'est pas toi qui l'as pris. » Et là, je fais comme, OK, qu'est-ce qui va se passer? Que là, il rentre, il demande où est le placenta. Le papa, évidemment, dit qu'il n'en sait rien. Et là, la tension commence à monter au point où ils m'ont séquestrée dans la chambre d'hôpital. C'est même pas une joke, c'est même pas une façon de parler. Écoute, ils m'ont séquestrée dans la chambre d'hôpital. Il y a comme une infirmière plus âgée, la chef d'équipe, qui a demandé à une infirmière plus jeune qui était fort mal à l'aise, d'ailleurs, je suis de tout cœur avec elle, de fouiller mes bagages. Elle était tellement stressée qu'elle a ouvert ma valise, elle a cherché, mais elle n'a pas vu le placenta. Elle devait être stressée sur un moyen temps pour ne pas voir un placenta au milieu de tes bobettes. Oui, mais là, c'était une valise d'accouchement, c'était pas une valise de voyage. Et là, finalement, il referme la valise, puis l'infirmière en chef me dit, « Écoute, tu ne sortiras pas d'ici tant et si longtemps qu'on n'aura pas retrouvé le placenta. » On dirait qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Écoute, sur le coup, je t'avoue que je m'en suis pas rendu compte tellement. J'étais comme stressée. Moi, je suis assez claustrophobe dans la vie, que d'être pognée dans une pièce comme ça pour pouvoir sortir, je t'avoue que ça m'a vraiment stressée. Ça m'a vraiment fait vivre quelque chose. Et par la suite, quelques jours après, je me retrouve dans un souper où il y avait une police. Puis là, je lui dis, « Écoute, qu'est-ce que tu en penses? » Puis il me dit, « Écoute, moi, c'est pas compliqué, tu aurais dû appeler le 911 tout de suite. » Il dit, « Il n'y a personne au Québec qui a le droit de te séquestrer, peu importe la raison. » Puis je dis, « OK, mais mettons que j'avais appelé le 911 puis que tu étais venu, toi, c'est ton call, là. Tu arrives dans la chambre, qu'est-ce que tu fais? » Il dit, « Ben moi, c'est pas compliqué, j'aurais fait, il est où le placenta? » Fait que là, j'aurais fait comme il est là, puis il dit, « Ben, j'aurais dit, il sort d'où ce placenta-là? » Puis là, ton ami aurait dit à moi, « Ben, j'aurais dit, c'est à toi. Décide. Voici ton placenta, c'est à toi, puis je veux pas que personne prenne ce placenta-là. » Mais bon, j'ai pas appelé, puis que donc, c'est ça. Fait que donc, par exemple, ça m'a vraiment ébranlé, cette histoire-là. Parce que, je trouvais que c'était légitime. Dans le fond, mon amie, elle voulait garder son placenta. Son chum voulait l'aider là-dedans. Je trouvais que c'était complètement légitime.
Puis finalement, ben tu vois comment c'est drôle parce que c'était pas moi qui voulais garder le placenta, mais tout de suite, l'infirmière m'a tout de suite désignée comme étant la personne responsable. Vois-tu, comme parfois, les préjugés en lien avec les accompagnantes sont difficiles parce que, écoute, c'est pas moi qui avais décidé de prendre le placenta pour aller me faire un steak, là. C'est pas ça, le... Ah non, toi, t'es mets plus dans ton congélateur dans des pots de... dans des pots de crème glacée. Mais justement, ça, j'ai une autre question parce que là, tu parles des préjugés, en fait, envers les sages-femmes, pas les sages-femmes, envers les accompagnantes à la naissance. Puis ça, c'est une question que j'ai reçue. Est-ce qu'il existe des doulas avec des approches plus libérales, moins grano et puristes? Oui. Bien, absolument. En fait, malgré mes expériences extrêmes un peu, moi, je suis de cette sorte d'accompagnante-là. C'est-à-dire que si tu viens voir mon programme au Paléo, tu vas voir que c'est un programme qui est assez carré, hein. C'est un programme qui est organisé vraiment dans la matière. Et oui, il y a des accompagnantes qui on pourrait dire, qui fly haut, là, qui volent haut, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup, beaucoup dans la matière puis dans le concret. Donc, il faut vraiment trouver là aussi l'accompagnante avec laquelle ça connecte parce qu'il y en a qui cherchent ça, des accompagnantes, sont beaucoup dans l'ésotérique et compagnie. Puis il y en a d'autres que non, c'est pas ça leur trip. Que ça encore là, ça fait partie des choses quand on cherche une accompagnante. Il faut trouver une accompagnante qui est vraiment en lien avec nos valeurs à ce niveau-là aussi. Donc, vous n'êtes pas toutes en train de vous faire des tresses pendant que la maman accouche, là. En train de se faire des tresses. Moi, je t'aurais dit non, on n'est pas toutes en train de faire des incantations quand la femme est en train d'accoucher, non? Attends, mais là, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent, tu sais, que tu as déjà répondu. Mettons, comment tu es accueillie par le personnel médical. Ça, c'est une question de Marianne Dubois aussi. Ça, je comprends que ça dépend des hôpitaux, ça dépend du personnel. Des équipes, ouais. Les liens que tu entretiens avec les familles, tu dois être invité dans toutes les parties de Noël de toutes les familles que tu as accompagnées. Oui, bien, il y a eu, je te dirais, une grosse... il y a un moment donné, je suis allée à beaucoup de baptêmes. Là. À un moment donné, j'ai fait comme, OK... C'est plus dans mes services, aller au baptême. Ah oui, ça, c'est une bonne question aussi. Est-ce que, c'est formulé très personnel, là, mais veut-elle quand même m'aider, même si je veux l'épidurale? Alors oui, ça, c'est hyper important de savoir qu'une accompagnante, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire quel chemin tu dois suivre. C'est hyper important. Et si tu rencontres une accompagnante qui est dans cette dynamique-là, je te dirais que c'est questionnable. Ça aussi, c'est un drapeau rouge. Que moi, j'ai dans ma clientèle des femmes qui arrivent avec le désir d'avoir une péridurale. Ce n'est pas grave. Ce qui est important pour moi, mon rôle, c'est de lui donner les informations, les inconvénients, les avantages, pour qu'elle puisse choisir ce qui est pour elle, ce qui est le mieux. Donc, même quand on est pro-naturel pour les accouchements comme accompagnante, je pense qu'il faut vraiment se positionner comme pro-choix avant. Parce que ce qui est important, c'est vraiment ce que la personne qui accouche veut. C'est ça. Donc, je te dirais, si tu rencontres une accompagnante dans ton magasinage, puis que tu as l'impression que pour elle, c'est comme quelque chose qui n'est pas négociable, que tu accouches naturellement, gros drapeau rouge. Vraiment. Est-ce que, c'est une question personnelle, qu'est-ce qui est dégueulasse dans un accouchement? Y a-t-il quelque chose qui t'écoeure un peu à chaque fois? Écoute, moi, je suis pas très... je pense qu'il faut pas, pour être accompagnante, il faut pas être trop sensible à ce niveau-là. Je te dirais que moi, le plus difficile, c'est probablement quand on me vomit dessus. Je m'attendais pas à ça! Je pensais que t'allais dire, je sais pas, là, quand la poche des os crève ou non. quand... Bien ça m'est souvent arrivé. Par exemple, je suis assise, par exemple, près de ma cliente, puis qu'elle rompt ses membranes, puis que là, je me retrouve complètement détrempée. Mais tu sais, du liquide amniotique, ça sent pas grand-chose. En général, c'est clair. Mais c'est sûr que quand les femmes vomissent, des fois, on a le temps de se préparer parce qu'on voit que ça va venir. Parfois, c'est par surprise que... Bien, écoute, c'est pas quelque chose qui est dramatique, mais ça, c'est sûr que c'est dans les choses que je dirais que j'aime le moins, là. Me faire vomir dessus, c'est pas mal dans mes affaires les moins préférées. Puis mettons, là, parce que quand tu es accompagnante à la naissance, tu vois évidemment, quand tu assistes à la naissance, bien, tu vois le bébé venir au monde, mais tu n'as pas le goût de repartir avec. Après avoir eu 4 bébés, puis pas avoir dormi pendant des années et avoir allaité en continu pendant je ne sais pas combien de temps, non, pas du tout. Pas du tout. Des fois, je m'habille après un accouchement, là, puis les gens me disent « Oh mon Dieu, Annie, ça a été long, puis tu dois être fatiguée. » Puis là, intérieurement, je fais comme « Ah, ah, ah. » Moi, je suis fatiguée, mais moi, je m'en vais me coucher, là.
Vous autres, là, C'est là que ça commence. Ouais, non. Mais tu leur dis pas, donc tu es très professionnelle. Exactement. Mais, Annie, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Tu veux dire pendant les accouchements, mettons? Pendant tout. Mhm. Moi, ce qui me fait le plus, je pense, plaisir, c'est vraiment la création de souvenirs. Autant en prénatal que pendant l'accouchement. Tu sais, moi, il y a des accouchements, je suis allée il y a 20 ans où j'ai encore des sensations, des souvenirs, des choses qui me restent. Et je trouve que d'être enceinte, de traverser tout ce processus-là d'accouchement, de postnatal, je pense que c'est une opportunité extraordinaire de se découvrir comme personne, de se dépasser comme personne. Et là, je ne parle pas nécessairement d'avoir un accouchement qui est physiologique. Il y a plein d'autres façons de se dépasser dans la maternité puis dans la paternité. Et ce sont des choses, je pense, qui peuvent vraiment nous transformer profondément, qui peuvent nous rendre plus forts pour la suite des choses et qui peuvent devenir des souvenirs extrêmement forts pour nous nourrir dans toutes les expériences futures. Que je pense que c'est ça que j'aime, c'est vraiment d'accompagner les gens dans leur empuissancement. Ça me fait triper. Chaque semaine, je reçois des messages, des vocaux, des messages écrits de parents, soit à travers mon podcast, soit à travers Opaléo, soit à travers les rencontres que j'ai avec eux, qui me partagent à quel point ça a comme bonifié leur expérience, puis qui sont tellement fiers d'eux. Écoute, je tripe. Et là, tu me disais que tu as assisté à environ 1000 naissances. Jusqu'à combien tu te rends avant de prendre ta retraite? Bien, écoute, je suis en perte de vitesse, hein, parce que maintenant, je fais plus beaucoup d'accouchements. Maintenant, j'en fais seulement quelques-uns par année par rapport à avant où j'en faisais quelques-uns par mois. Que c'est sûr que j'ai pas beaucoup d'ambition à ce moment-là parce que je suis plus capable de gérer mes nuits blanches comme avant. Tu sais, quand j'avais 25 ans, je passais une nuit debout, je revenais à la maison, les enfants couraient partout, la vie continuait. À cette heure, écoute, je passe une nuit blanche, j'en ai pour 3 jours à... Rendu là aussi bien virer une brosse. J'ai jamais viré de brosse de ma vie, mais j'imagine que ça doit ressembler à ça. Bien, écoute, Annie, merci vraiment beaucoup. Pour découvrir, dans le fond, tous tes services, on se rend sur le opaléo.com. Exactement. Merci. Merci.